Mesdames, Messieurs, chers participants, bienvenue à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans nos bureaux, chez Projection, pour le premier épisode de notre Open Lunch and Learn. Pour ceux qui connaissent déjà nos Open Lunch and Learn, la différence cette année, c'est que nous allons les réaliser en mode figital, contexte sanitaire oblige. Ce qui est positif, c'est que par rapport aux années précédentes, en étant figital, nous allons pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et le temps que nos participants se connectent, rappelons ce qu'est un Open Lunch and Learn chez Projection. Un Open Lunch and Learn, c'est une conférence débat organisée dans nos locaux, retransmise en direct sur le temps du midi. Nous ouvrons donc nos portes virtuelles et nous nous laissons inspirer par de nouvelles pratiques sur des sujets d'innovation et de transformation des entreprises. Cette année, notre cycle d'Open Lunch and Learn vous propose de traiter de la thématique « Je décide d'être ». Nous allons vous proposer tout au long de l'année 4 rendez-vous sur le temps du midi. Notre objectif, ce sera de vous nourrir en retour d'expérience, en regards croisés d'individus ou de collectifs qui ont décidé d'être, et ce, malgré les contraintes existantes. Durant le temps qu'on va passer ensemble, nous allons pouvoir interagir à travers des questions que nous allons vous poser et à travers des questions que vous allez nous poser grâce aux 2 modules qui se trouvent sur la droite de vos écrans. Celui qui va animer nos débats aujourd'hui, c'est Corentin Desplanques. Corentin nous a rejoint chez Projection il y a 6 ans en tant que consultant et il joue maintenant le rôle de responsable formation. Il nous a rejoint après une première expérience en tant qu'entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est cette expérience qui l'a amené à penser la coopération dans tout ce qu'il fait chez Projection aujourd'hui. Je vais laisser le temps à Corentin et à nos 2 autres intervenants qu'il va vous présenter s'installer. Et pendant qu'ils s'installent, je vais vous poser une première petite question, donc grâce au module de vote qui se trouve sur la droite de votre écran. Avez-vous déjà participé à un Open Lunch and Learn chez Projection ? Je vous laisse répondre tranquillement à cette question sur vos écrans et je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Merci à tous. Alors, bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir tous à distance et bonjour Sylvie, bonjour Hubert, merci d'être avec nous ce midi pour ce premier épisode de nos Open Lunch and Learn 2021 sur le thème de la coopération. Alors, un de nos défis majeurs en 2020 a été de nous adapter face à tous les impacts de la Covid-19. Nous avons souvent été en réaction et en 2021, on souhaite changer cela. Et si, en 2021, nous décidions d'être en action plutôt qu'en réaction ? Si, en 2021, nous décidions d'être coopérateurs dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, et comment on fait ça ? Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment démarrer par des définitions. Alors, finalement, si on regarde un peu ce que c'est la coopération, c'est un système fondé sur une vision partagée des différents acteurs, dans un esprit d'intérêt général, au service de toutes les parties prenantes. Bon, c'est peut-être encore un petit peu flou pour vous, mais j'espère qu'avec l'échange qu'on aura ce midi, on pourra mettre un peu de concret derrière ça. Il faut savoir que la coopération, c'est aussi un des piliers fondateurs de l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur d'activité qui regroupe des organisations et des entreprises qui ont décidé d'allier activité économique d'un côté et équité sociale de l'autre. Aujourd'hui, on peut se demander si ce pilier, qui est la coopération, n'est pas en passe aussi de devenir un pilier pour beaucoup d'individus et d'entreprises qui sont en dehors de ce secteur de l'économie sociale et solidaire. On voit de plus en plus de start-up qui se lancent avec pour fondation la coopération, ou encore des organisations existantes qui lancent des programmes de transformation culturelle afin de faire en sorte que les collaborateurs coopèrent davantage entre eux, ou même entre services, ou avec des partenaires externes. Mais pour quel bénéfice et comment cette coopération s'opère ?
Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Chenel et Hubert Motte, qui vont nous partager leur expérience et nous allons pouvoir échanger avec eux. Alors n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le module dédié à cet effet, et je retransmettrai les questions que vous posez auprès de nos intervenants du jour. Alors voilà, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à distance. Pour certains, c'est votre premier Open Lunch and Learn et on vous souhaite la bienvenue et une bonne découverte de ce format d'événement qu'on propose dans notre carrefour d'apprentissage. Et je salue et je suis content de retrouver les habitués, puisque je sais qu'il y en a également connectés aujourd'hui. Passons à la présentation de nos intervenants. Donc, Sylvie, tu es présidente du directoire du groupe Altereos. Ton parcours professionnel est résolument orienté vers la coopération, puisque tu as toujours travaillé dans des organisations dites adaptées, qui œuvrent pour l'insertion professionnelle de personnes fragilisées par un handicap. Tu es diplômée d'un doctorat en pharmacie et tu as entamé ta première vie d'entrepreneur à la tête d'une entreprise adaptée agréée laboratoire pharmaceutique à Clermont-Ferrand. Tu as décidé en 2012 de rejoindre le groupe Altereos et tu t'es installée donc dans la région des Hauts-de-France. Tu es entrepreneur social et tu es aussi une femme engagée individuellement dans plusieurs mouvements associatifs et notamment Little Big Woman qui propose du mentorat pour les femmes entrepreneurs. Sylvie, est-ce que tu peux nous parler d'Altereos et nous dire pourquoi tu as accepté d'être parmi nous aujourd'hui ? Bonjour à tous. Donc le groupe Altereos est un ensemble de structures juridiquement indépendantes, une entreprise adaptée, une entreprise d'insertion, une entreprise de travail temporaire d'insertion et un petit ESAT, les quatre ayant pour objectif de procurer de l'emploi à des personnes fragilisées par un handicap. Je vais vous parler plus particulièrement d'Altereos puisque la coopération que nous avons avec Hubert Motte et La Vie est Belle se fait via notre entreprise adaptée. Donc une entreprise qui a 30 ans de vie, qui emploie 330 salariés, qui a 3 activités principales. La dématérialisation de documents, c'est-à-dire qu'on transforme un document papier en un document numérique indexé qui rentre dans le système informatique du client. Nous avons un centre d'appel. Alors je sais que maintenant on dit un centre de relations clients. Enfin bon, c'est quand même un centre d'appel avec des traitements d'appels entrants et d'appels sortants. Le principal client étant la CNAV Île-de-France, puisque nous prenons les appels des pré-retraités ou retraités qui veulent des informations sur leur dossier de retraite. Et nous avons une troisième activité historique qui est du conditionnement. C'est dans cet atelier que nous accueillons La Vie est Belle. Activité complétée d'une activité e-logistique, puisque très prochainement nous allons faire toute la préparation de commande des produits de Uber. Et depuis le Covid, le confinement, nous avons développé une activité de confection, tout d'abord de masques, et nous cherchons à faire progresser nos collaborateurs pour que demain elles deviennent des couturières, parce que c'est essentiellement des femmes, donc des couturières très expérimentées. Par rapport à une entreprise, nous sommes une entreprise, tout d'abord, mais adaptée à l'emploi de personnes handicapées. Et si je regarde l'organigramme de notre entreprise, il est relativement classique, si ce n'est que nous avons des chargés d'insertion et des formateurs pour accompagner nos salariés dans toujours plus d'emploi et d'employabilité. Voilà pour la présentation d'Altereos. Quant à ma venue ici aujourd'hui, d'abord je voulais vous remercier parce que très gentil d'avoir pensé à nous. C'est un plaisir également d'être présent. J'espère que la coopération qu'on a développée avec Hubert donnera envie à d'autres de venir nous rejoindre. Et puis j'ai trouvé que ça avait un côté assez amusant parce que quand je me regarde dans la glace, je me dis certes j'ai plus de 60 ans aujourd'hui, mais au fond ma personnalité elle n'a pas beaucoup varié et mes convictions elles sont toujours là. Mon envie d'apprendre, d'entreprendre, de contribuer très modestement à toujours créer plus d'emplois pour les personnes fragiles, il n'a pas changé. Donc si Hubert me voit comme une femme d'un âge respectable, moi je ne vois pas Hubert du tout comme un gamin, bien qu'il a très largement l'âge d'être mon fils, mais vraiment comme un homme qui, comme moi, aime apprendre et entreprendre. Merci Sylvie. Et donc nous avons également Hubert Motte, qui est le fondateur de La Vie est Belle. Donc La Vie est Belle, c'est une entreprise qui conçoit et démocratise des accessoires de mode en matière revalorisée, confectionnés solidairement dans le nord de la France.
Vous connaissez peut-être les premiers produits qui ont été lancés par La Vie est Belle, qui sont des ceintures en pneus recyclés. Et donc, Hubert, tu es sorti d'une école d'ingénieurs du Nord, l'ICAM, et tu as commencé ta carrière en tant qu'ingénieur produit pour la marque Wetzy chez Decathlon en Haute-Savoie. Et tu as pris conscience progressivement de l'impact de tes actions et tu as souhaité aller plus loin et créer ta propre entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur La Vie est Belle et pourquoi tu as accepté notre invitation aujourd'hui ? Et avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation et très heureux d'être là avec Sylvie et puis de découvrir Projection. En effet, j'ai lancé ça à la fin de mes études. C'était un peu un pari, un peu un délire d'étudiant, je pense. Aujourd'hui, si on est une entreprise, on en vit, on est 4 salariés et on participe à 6 emplois solidaires chez 2 partenaires, donc Alterios principalement, et un autre atelier de confection à Roubaix. Et puis on a revalorisé depuis peu plus de 10 tonnes de caoutchouc. C'est notre impact fort sur la quantité de matière qu'on revalorise. 10 tonnes de caoutchouc en ceinture, donc des pneus de vélo usés, des pneus de voiture, des tuyaux de lance à incendie de pompiers. Donc c'est notre gamme forte. Si certains nous écoutent, j'imagine que vous parlez un peu anglais. Et belt, ça veut dire ceinture en anglais. Donc notre envie forte, c'est de changer un peu les choses et de rendre la vie un peu plus belle avec des ceintures. Un peu comme Projection et le Colibri, nous aussi on apporte notre part, on essaie de faire notre part et de changer les choses à notre échelle. Moi j'avais démarré du coup à la fin de mes études, aujourd'hui on grandit, on revalorise de plus en plus de matière et ce Colibri grandit un peu plus et devient de plus en plus grand au fur et à mesure. Pourquoi je suis là ? Merci encore pour l'invitation, très heureux de pouvoir échanger sur ces sujets qui me parlent particulièrement, de coopérer avec d'autres. Je pense qu'il faut ça pour changer les choses. Tout seul, on n'arrive à pas grand-chose. Je suis heureux aussi dans ces contextes où on est toujours plus loin, de pouvoir quand même nous réunir, même si c'est derrière une caméra, mais en tout cas de pouvoir échanger ensemble et continuer à vivre. Merci Hubert pour cette présentation. Alors, on a une première question que je vais vous poser, mais avant ça, je vais vous poser une question à vous qui êtes à distance. Pour vous, la coopération, c'est quoi ? Voilà, donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime au quotidien, dans votre vie professionnelle ou personnelle ? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez découvrir ? Voilà, donc je vous laisse nous partager vos réponses. Et je me tourne du coup vers vous pour cette première question. Finalement, pourquoi ? Pourquoi vous êtes lancé dans une telle aventure basée sur la coopération plutôt que sur un modèle d'organisation plus classique ? Vas-y Sylvie, je t'en prie. Je pense que Alterios pouvait apporter des choses à Hubert et Hubert peut nous apporter des choses. L'avantage d'Alterios, c'est qu'une entreprise quand même qui a 30 ans d'expérience, donc on a une solidité qui nous permet d'envisager des partenariats avec des startups, je veux dire avec un risque modéré, parce que Alterios a pris des risques et prend des risques chaque fois qu'elle accueille une start-up. Donc un petit peu, on va dire comme dans le réseau Entreprendre, quand une start-up vient nous voir, on analyse le projet, bien sûr. Est-ce que le projet nous semble pertinent ? Oui, le projet d'Hubert est pertinent parce qu'il est vertueux, je trouve, par rapport à la préservation de notre planète. Je fais partie de cette génération qui a été quand même très sensibilisée déjà sur les erreurs que ma génération a pu faire ou que la génération précédentes ont pu faire. Et puis, on regarde l'homme parce que c'est très important de juger la personnalité du créateur. Et Hubert m'a convaincu qu'il était tout à fait en capacité non seulement de développer son idée très vertueuse, mais il avait l'âme d'un chef d'entreprise. Donc, j'ai trouvé que voilà, c'était un beau duo qu'on pouvait faire. Alterios pouvait lui apporter, j'en parlerai un petit peu plus longuement après, mais toute la solidité et l'infrastructure d'une entreprise déjà bien installée, déjà bien organisée, et lui nous apporter aussi de la fraîcheur. Merci Sylvie.
ton côté, Hubert, qu'est-ce qui t'a poussé dès le démarrage de La Vie est belle à te lancer plutôt dans un mode coopératif que dans un mode plus traditionnel? Au démarrage, je me suis rendu compte que créer une entreprise, ça demande de maîtriser beaucoup de métiers, quoi. Et je me suis tout au début, naïvement, je fabriquais moi-même les ceintures dans ma colocation étudiante. Je me disais, je vais dire à des gars de la rue, des personnes qui sont au feu rouge et qui sont en galère, entre guillemets, je vais leur dire, venez chez moi et puis on va faire les ceintures ensemble. Au moins, on va grandir comme ça et il y aura cet impact social qui m'était cher. Et puis j'ai vite compris aussi que c'était un savoir-faire, que d'encadrer des gens dans un parcours de réinsertion, qu'il y avait déjà des structures qui avaient cette expertise-là, et que surtout, moi, Hubert, je suis pas, j'ai pas forcément les talents pour encadrer ça, pour mettre en place tout ça, et que j'avais déjà bien d'autres sujets à traiter, comme déjà savoir fabriquer un produit, le concevoir avant de le faire fabriquer, vendre, communiquer, par exemple. Donc assez vite, c'est devenu une évidence que de travailler avec d'autres qui avaient cette expertise, et j'ai vite compris que on a chacun nos complémentarités pour avancer plus vite et de manière plus efficace, plus solide. Super, merci. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la coopération dans les organisations? Qu'est-ce que vous mettez, vous, personnellement, derrière cette thématique de la coopération? Coopération, c'est de la complémentarité et c'est du gagnant-gagnant, avec un objectif qui doit être partagé. Je rejoins tout à fait Sylvie. Je dirais, c'est être unis sur une même valeur, partager des valeurs et une vision commune, et en revanche être complémentaire sur les expertises et les métiers des deux entités. Et c'est un bel exemple, en tout cas, de notre coopération entre Altereos et La Vie est belle. Chacun a son savoir-faire, et ensemble, avec les savoir-faire de chacun, on construit et on avance. Alors justement, vous pouvez nous expliquer comment concrètement est-ce que vous coopérez ensemble? Alors pourquoi déjà vous êtes choisis mutuellement pour travailler ensemble, et comment concrètement ça se matérialise? Alors pourquoi j'ai choisi Hubert? Je ne sais pas si je peux dire ça. Je redis, c'est à la fois son projet qui a beaucoup de sens, et puis sa personnalité. Altereos apporte un vrai savoir-faire d'entreprise et d'entreprise adaptée. Pour moi, c'est deux choses différentes. D'entreprise en termes d'organisation, de savoir-faire, de process, mais également de connaissance du droit du travail, parce que quand on prend un jeune start-up, il est un petit peu à côté de la plaque par rapport à toutes les obligations de l'employeur. Enfin, il faut... Je me rappelle quelques petits échanges qu'on avait. Attends, ça, on ne peut pas le faire, ça, on n'a pas le droit de le faire, etc. C'est pas comme si on travaille chez soi. Non, on a des obligations d'employeur, et également le savoir-faire en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, en termes d'accompagnement, de formation de salariés fragilisés par un handicap. Ça, on apporte ce vrai savoir-faire à Hubert et à d'autres startups. En management, pardon. Pardon, excuse-moi. De ton côté, Hubert, qu'est-ce qui fait que tu t'es tourné vers Altereos quand tu as cherché quelqu'un avec qui coopérer par rapport justement à ces savoir-faire-là, pour lesquels tu te disais que tu avais besoin de t'entourer? C'est un peu l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. J'ai vite compris qu'on partageait les mêmes valeurs. J'ai aussi vite compris qu'Altereos avait avait de l'expérience dans l'accompagnement de personnes fragilisées, dans l'emploi, ce que j'appelle l'emploi solidaire, pour faire une formule courte, mais dans la solidarité locale et à Tourcoing. Ça fait une 30aine d'années qu'ils existent, et ils savent faire, ils ont le lieu, ils ont la structure juridique, tout le personnel encadrant, et c'est génial de pouvoir avoir cet appui-là et cette expertise. Et comment ça s'est fait? J'ai vite cherché des structures, et puis ça s'est fait très vite. Et puis le feeling est passé, super bien passé. Et c'est comme ça qu'on a commencé en testant avec une première production.
et puis qu'on a pérennisé un peu tout ça. Et aujourd'hui, on y est encore. Ils sont à 4 à plein temps, opérateurs d'Altereos sur la confection des ceintures. Et puis, moi, ce que j'ai aimé aussi chez Hubert, c'est qu'il a bien compris que faire de l'inclusion, faire travailler des personnes fragilisées par un handicap, c'est pas les personnes qui ont un handicap, c'est pas qu'elles font moins bien, et on va pas faire moins cher. On va faire certainement différemment, mais ça, il a bien compris que handicap ne signifie pas moins bien ou moins cher. Alors concrètement, du coup, comment vous coopérez aujourd'hui sur quelle est la part faite par La Vie est Belle, quelle est la part faite par Altereos pour proposer finalement ce service commun? Altereos confectionne nos produits. Nous, l'expertise de La Vie est Belle, c'est de concevoir un produit en partant d'un déchet, de mettre en place toute la collecte de cette matière pour transformer et donc de transmettre à Altereos le savoir-faire, les outils et le process de fabrication, la matière nécessaire pour transformer. Altereos s'occupe du coup de la confection. Et les salariés d'Altereos, donc en situation de handicap, confectionnent nos produits et nous livrent des produits finis qu'on va vendre. Et donc notre autre expertise est de vendre essentiellement en B2C, donc en vente directe auprès de nos clients sur notre site internet, et de communiquer pour se faire connaître, parce que c'est important. et là, une nouvelle expertise qu'on est en train de travailler, c'est justement, Sylvie en parlait un peu, gérer la logistique. Donc de la transformation d'un pneu de vélo usé, si je prends l'exemple de la ceinture en pneu de vélo, jusqu'à l'envoi à notre client final. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Altereos sur également du coup la prise en charge de la logistique. Donc, comme a dit Hubert, nous on fabrique donc les pneus de vélo. Donc, je vous les conseille. C'est des ceintures avec les pneus de vélo. C'est de très belle qualité. On fait aussi donc des porte-clés, des nœuds papillons, des colliers pour chiens. Et Hubert nous interroge aussi chaque fois qu'il a un nouveau projet. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi d'Hubert, c'est qu'il a accompagné, on lui a expliqué comment accompagner nos salariés, mais il a formé nos salariés. Et ça, je vais dire que Hubert fait partie des murs aujourd'hui, des murs d'Altereos. Il est connu et reconnu par l'ensemble des salariés. Un grand merci pour ta gentillesse, j'en profite, parce que c'est vrai que tu es toujours très gentil, toujours très respectueux avec les salariés. Et il y a une vraie connivence qui s'est créée entre nos salariés et Hubert, et puis son Hélène, qui est parmi nous aussi très régulièrement. C'est intéressant de voir que finalement cette coopération a rapproché vraiment vos deux structures avec l'impression de si Hubert fait partie du mur, de ne faire plus qu'un et d'avoir vraiment ce projet commun. Alors je vois qu'on a une question de nos participants. Alors à tous les deux, est-ce que la crise sanitaire a un impact sur ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, la crise sanitaire a compliqué un peu les choses comme pour tout le monde. Ceci dit, à part les 2 premiers mois du confinement 2020, on a dû tout arrêter. On a repris très rapidement la production, toute activité confondue, en respectant très scrupuleusement les gestes barrières. Mais on continue, la vie continue, et simplement, on est très très exigeant au niveau des gestes barrières. Et c'est aussi un des sujets de la coopération. On a également du coup dû arrêter de produire. Altereos a arrêté de produire. Donc on a stoppé les stocks pendant 2 mois. On a arrêté d'envoyer les colis aussi, parce que jusqu'à présent tout le stock est chez Altereos et qu'il fallait bien fermer. Donc sur le premier confinement de 2020. Néanmoins, on a su reprendre assez vite. On a participé un peu aussi à la pénurie de masques sur le mois de fin d'avril, mai. Auprès de notre communauté. D'accord. Et puis on a la chance de vendre principalement en ligne, donc c'est un des bons aspects de la vente à distance. On peut rester ouvert et continuer à vendre sur notre site, donc ça va encore. Ok, super. Finalement, la coopération, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Comment est-ce que ça résonne autant côté professionnel que personnel pour vous ? Est-ce que vous auriez su dissocier finalement cette valeur que vous incarnez et comment est-ce que ça se manifeste autant côté professionnel que personnel ?
Je dirais que côté professionnel, moi je vous dis, mon fil rouge, enfin en tout cas ce qui me motive tous les jours, c'est d'arriver, alors, très modestement, à contribuer à rendre l'avenir, rendre la dignité à des gens qui sont souvent laissés sur le bas-côté, et de se dire, modestement, on contribue à créer de l'emploi, à maintenir en emploi des personnes souvent qui sont laissées sur le bas-côté. Donc, je suis convaincue que l'économie circulaire est aussi une voie de développement demain pour des personnes qui n'auront pas eu la chance de faire un bac+5 ou autre. Et à titre personnel, moi j'ai besoin de ça. Hein. J'ai toujours, alors c'est peut-être aussi mon passé de pharmacien, mais moi j'ai besoin d'avoir du lien social, de me sentir utile socialement. Toujours. Nous, d'un point de vue professionnel, on coopère avec finalement pas mal de monde. Sur le pneu de vélo, on travaille avec Decathlon. Et l'histoire est chouette parce que moi j'y ai travaillé 3 années et puis j'ai voulu quitter pour plus de sens, plus d'alignement. Et puis aujourd'hui, on travaille justement ce sens avec eux. Donc on collecte des pneus de vélo au sein des magasins Decathlon en région Hauts-de-France, sur 18 magasins. On est en train d'étendre à l'Île-de-France, à la Wallonie. Donc c'est un des exemples de coopération sur lequel on avance sérieusement. Avec Michelin aussi, sur le pneu de vélo. Par exemple, on coopère avec des médias aussi qui sont en quête de sujets positifs, et ça fait du bien, qui sont en quête de solutions. Et on a la chance de travailler de plus en plus main dans la main avec des médias pour apporter un peu de positif, surtout ces temps-ci où les médias, on entend souvent le mot Covid, mais on a besoin d'autres choses aussi. Donc c'est clair, ça, en tout cas je pense que c'est propre à l'humain d'être en lien avec d'autres, et on a besoin d'être en lien. À titre perso, je pense qu'il m'anime au fond de moi, ce qui me caractérise aussi, c'est une sorte de curiosité et d'ouverture d'esprit. Et je pense que pour coopérer, il faut être vigilant à ce qui se passe autour, à ce qui est autour, en fait. Et puis être curieux, aller rencontrer, aller questionner. Et en vue de potentiellement créer des synergies et avancer ensemble. Super. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que ce que Hubert nous apporte, nous, à Altereos, c'est, outre sa fraîcheur, comme j'ai déjà dit, c'est ces techniques aussi de ces nouvelles générations de vente en ligne, d'une communication un peu moins conventionnelle que celle que j'ai pu connaître auparavant. Et puis, je trouve qu'il est le porte-drapeau de cette nouvelle génération qui veut faire différemment, qui veut faire autrement, et qui demain feront l'économie de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, justement, par rapport à cette thématique de coopération, donc on voit bien que Altereos met en place de la coopération depuis un moment. En même temps, il y a une nouvelle génération qui a aussi envie de travailler en coopération. Est-ce qu'il y a une différence sur la manière de coopérer il y a quelques années et la manière dont on coopère aujourd'hui ? Alors, je pense qu'avant, c'était beaucoup plus formaté, beaucoup plus contraignant. Aujourd'hui, on a un cadre beaucoup plus souple, je trouve. Il ne sait pas dire, il n'a pas connu avant, mais moi je trouve que c'est plus simple. C'est plus simple. Le mot qui me vient, on a aussi une génération beaucoup à utiliser des anglicismes ou autres, mais c'est test and learn. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Testons et puis on verra bien et on apprendra de ça. Et on verra si ça a une suite. Et en tout cas, dans mon entourage, j'ai de plus en plus d'amis et il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent et notamment qui coopèrent avec d'autres acteurs plus ou moins ancrés. Et c'est vraiment ça, en tout cas. On teste, on fait une premier essai, on voit ce que ça donne. Et je crois beaucoup en ça pour avancer. Y aller étape par étape et puis expérimenter. Par contre, il y a une chose qui est commune à toutes les générations, c'est qu'il faut bosser. Et il faut bosser, et Hubert est un bosseur. Merci beaucoup, Sylvie. Il faut savoir s'aligner aussi sur ces visions dans le cadre de cette coopération. Aujourd'hui, si vous deviez expliquer peut-être des éléments d'ADN ou de manière de vous organiser qui font que vous voyez comme une organisation qui coopère, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui fait pour vous que votre organisation est une organisation dans la coopération ?
Alors, en complément un peu de ce que j'ai dit avant, je dirais qu'Altereos apporte du cadre, apporte de la rigueur à Uber comme à d'autres startups. Uber nous bouscule et comme je lui ai dit en aparté tout à l'heure, il est un peu l'anti-inflammatoire d'Altereos. Vous savez que une entreprise qui a une expérience certaine peut avoir un peu de rhumatisme, manquer un peu d'agilité. Donc la jeunesse des startups, l'envie de faire différemment aussi, apporte cet effet anti-inflammatoire, cette agilité que des organisations telles que les nôtres se doivent de mettre en place aussi pour faire face aux défis de demain. Bon, je te donnerai le nom d'un bon anti-inflammatoire. Trop sympa, merci. Ce sera mon nouveau surnom. Yes. Non, sur ce sujet-là, un mot qui me venait quand tu posais la question, c'est peut-être l'ego aussi. Je pense que pour coopérer, il faut accepter de ne pas vouloir tout maîtriser. C'est peut-être pas pertinent de vouloir tout faire. Et accepter que d'autres le font mieux que nous et l'ont déjà fait en fait. Et qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue tous les ans. Et justement qu'on peut plutôt faire ensemble. Et je pense qu'il y a ça aussi, accepter ça. Donc forcément basé aussi quelque part sur la confiance et faire confiance à l'autre et accepter soi-même de ne pas tout maîtriser et de déléguer aussi une partie de la valeur ajoutée qu'on veut proposer. Alors on voit qu'on a une question d'un de nos participants autour d'objectifs ou d'exigences de rentabilité pour que l'aventure soit pérenne. Donc comment est-ce que vous arriviez à concilier finalement coopération et sens avec une pérennité économique ? Quand on accueille une start-up, on sait qu'on prend un risque. Ce risque est modéré, on sait qu'on va perdre de l'argent les premiers mois, donc c'est un pari sur l'avenir. Et donc on accepte de perdre un peu d'argent au début, et puis après on renégocie, je dirais à l'ancienne, les tarifs avec les start-up pour que nous aussi on puisse vivre décemment. T'es dit, hein. Non, mais le tout, c'est trouver un accord pour que chacun puisse en vivre, parce que ça reste un des points clés pour que ce soit pérenne et que ça avance. Donc, trouver le bon terrain d'entente, s'adapter. Je pense, au début, le process était encore nouveau, on l'a optimisé, on a cherché à simplifier les opérations pour que ce soit plus facile pour les opérateurs, que ça prenne moins de temps et que du coup Altereos s'y retrouve aussi. Après, l'expérience entre en jeu aussi et plus les opérateurs font et plus ils acquièrent de l'expérience et ils sont efficaces et puis on trouve le juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve. Alors Sylvie, il me semble que côté Altereos, il y a aussi une forme juridique un petit peu particulière qui favorise aussi cette coopération avec tout un ensemble d'acteurs, qui est la société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors moi, je trouve que c'est une très belle forme de société, puisque c'est une société anonyme avec plusieurs collèges de personnes physiques ou de personnes morales qui viennent mettre de l'argent au capital, en sachant que ce capital ne leur rapportera pas un seul euro. Donc il faut une vraie motivation pour venir mettre de l'argent, puisque nous ne versons pas de dividendes. Par contre, toutes ces personnes physiques et morales qui nous ont rejoints contribuent à développer l'emploi des personnes handicapées sur notre territoire. Donc je trouve que c'est un beau modèle. C'est plus souple que l'association, parce que quand il y a besoin de faire rentrer des fonds propres, c'est plus facile d'être sous forme de SIC. Et en même temps, on retrouve ce principe de lucrativité raisonnée qui me semble indispensable dans notre secteur de l'économie sociale et solidaire, mais moi je trouve plus généralement qu'il devrait être une chose très répandue demain. En tout cas, je l'espère, parce que pour moi, le but même d'une société commerciale, c'est avant tout, à mon sens, de créer de l'emploi. Merci Sylvie. Alors je vois qu'on a une question de Charlotte. Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui n'osent pas se lancer dans l'économie sociale et solidaire ?
Alors moi, je leur dirais, venez nous voir. Donc Sylvie sera ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Merci Charlotte pour la question. Moi, je dirais d'écouter qu'est-ce qui te donne envie de t'engager, de te lancer dans l'économie sociale et solidaire. Et puis d'écouter vraiment cette motivation et cette voix que tu as au fond de toi, que tu as au fond des tripes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de puissant ? Et si oui, écoute ta petite voix et lance-toi sans trop te poser de questions, parce que derrière, il se passe des choses incroyables, et quand on se lance dans l'aventure, on provoque beaucoup de chance sans forcément s'en rendre compte, et finalement, on construit de belles choses. En se lançant, il y a des coopérations qui naissent, il y a des opportunités qui viennent sans qu'on les appelle, et après, on est dans le bain et on est lancé, et ça se lance. Donc, reste fidèle à ce que tu as au fond de toi et vas-y à fond. Mais je pense que pour que, en tout cas la coopération ou dans l'économie sociale et solidaire, il faut du respect, de la confiance, de l'honnêteté et de la transparence dans les relations. Quand il y a des difficultés, des dysfonctionnements, il faut dire les choses, il faut régler peut-être les différends que l'on peut avoir, mais la confiance est primordiale si on veut arriver à coopérer durablement. Merci Sylvie. Je vois qu'on a une autre question de Eric. Avez-vous des exemples de coopération avec le monde associatif et quels sont les cadres de ce type de coopération ? Pourquoi le monde associatif ? Vraiment l'association. Oui, bien sûr, on a des clients qui sont des associations, comme nous avons des clients qui sont des entreprises très classiques. Et la coopération, par exemple, à titre d'exemple, moi je suis présidente de l'association Emploi et Handicap, Grand Lille. Et inversement, l'association aujourd'hui est sociétaire d'Altereos, donc ça nous permet aussi d'une meilleure coopération pour une meilleure intégration des personnes fragilisées par un handicap. Après, on a des clients qui sont des associations et la coopération, elle se... Mais je fais pas trop de... Enfin, si c'est de la coopération purement commerciale, il n'y a pas beaucoup de différence avec une entreprise classique. Je ne sais pas si c'était ça le sens de la question. Ok, merci. J'espère qu'il ne faudra pas hésiter à réagir par rapport à ça également, ou à reposer des questions si vous avez envie de creuser sur cette partie associative. Vous avez pas mal partagé les bénéfices que ça a eu pour chacun d'entre vous de rentrer dans ce modèle de coopération. Avec le recul que vous avez maintenant, finalement, c'est quoi les challenges à relever quand on a envie de coopérer avec quelqu'un ? C'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer ? On n'en a pas eu beaucoup. De façon générale, hein, pas forcément là uniquement sur votre coopération entre vous, mais voici... Moi, je pense qu'il faut dire les choses au départ, faut de ce besoin justement de transparence et d'honnêteté dans les relations. Je pense que c'est hyper important parce que l'entreprise qui accueille, elle s'engage, donc elle a besoin de transparence, et en même temps, on peut pas leurrer non plus le jeune créateur. Faut pas le leurrer, quoi. Il faut l'aider à grandir, l'aider à se libérer à lui libérer du temps pour faire ce qu'il sait bien faire. Et le libérer, on va dire, de choses que nous on sait faire. Je pense que moi je pense que honnêteté, alors ça peut sembler galvaudé comme nom, mais ça reste pour moi la qualité essentielle d'une coopération. Les limites, les challenges de ça, globalement de coopérer, ça veut dire transmettre à quelqu'un d'autre et lui faire confiance. Et ça peut impliquer parfois une dépendance, parce qu'on ne maîtrise plus les choses, mais on peut rien. Enfin, dans la vie, on est force. Enfin, c'est naturel en fait de lâcher prise à certains moments, je pense. Et comme dit Sylvie, une coopération qui est honnête et qui est
dans lequel il y a une vraie relation de confiance et on avance ensemble, ça limite en fait cette sorte de dépendance. On échange ensemble et on trouve des solutions à chaque problème et puis on avance comme ça, quoi. Merci. Alors, je vois qu'on a également une question de Olivier. Quelles précautions faut-il prendre pour une coopération équitable, le côté un peu gagnant-gagnant que tu évoquais tout à l'heure, Sylvie, permettant d'éviter le piège de la course à la marge, tout en garantissant une rémunération juste des personnes mobilisées? C'est pareil, il faut poser les règles du jeu au départ et dire attention, moi je peux accepter, moi entreprise, de perdre de l'argent à court terme, mais il faut qu'à moyen et à long terme, je retrouve l'équilibre et que je puisse rémunérer, bien sûr, l'ensemble des collaborateurs. Parce que si moi, je dis toujours, on ne fera pas du social, on ne fera pas de l'économie sociale et solidaire si on ne fait pas de l'économique équilibré. On n'en fera pas. Le modèle ne pourra pas marcher. Donc, il faut que des deux côtés, il y ait des efforts qui soient faits pour qu'on trouve un juste équilibre entre les deux partenaires. Et du coup, les précautions, je dirais, pour Olivier, se mettre en place un calendrier. C'est vrai que les premiers mois, on avait du mal à produire beaucoup, alors que Altereos finançait les salaires des opérateurs qui apprenaient la confection. Et puis ça s'est évolué. On s'est mis des objectifs avec un délai et pour voir, être proche des données en fait. Est-ce que combien de produits sortent par mois, à partir de combien on peut être ça peut commencer à devenir intéressant, et puis on se donne quel délai aussi pour essayer tout ça, quoi. Et je pense que c'est ça qui nous a aidé à avancer, quoi. Oui, et à renégocier les prix. Une fois qu'on sait que la start-up elle part et qu'elle commence à gagner un peu d'argent, on se revoit en disant est-ce qu'on peut augmenter maintenant les tarifs pour attraper les premiers mois. D'accord. Ok. Donc il y a vraiment eu ce point d'accord sur des objectifs communs et le fait de se mettre ça dans les échéanciers, d'être proche des data aussi, tu évoquais. De pouvoir piloter grâce au réalisé aussi, de se rendre compte de est-ce qu'on est dans les clous de ce qu'on avait prévu dans le cadre de la coopération. Ok, merci. Alors on a une autre question de Vianney. Les objectifs de chacun dans la coopération doivent-ils être communs et ont-ils été faciles à trouver afin de trouver un accord équilibré sur les rémunérations et marges mutuelles? Donc est-ce que finalement vous aviez que des objectifs partagés, ou est-ce que vous étiez aussi très au clair sur le fait que chacun ait ses objectifs dans le fait de coopérer avec l'autre? Les objectifs, pour moi, on les a pas écrits comme ça, mais moi les objectifs ils sont là. Altereos apporte sa contribution au lancement d'une start-up. Altereos prend des risques, mais Altereos à moyen et à long terme se doit de gagner un peu d'argent pour pouvoir poursuivre l'aventure. Parce que, vous savez bien, et la start-up elle-même, si elle perd de l'argent, à un moment, il faudra qu'elle s'arrête. Donc, bien évidemment, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux parties. Mais moi, je ne rêve qu'une chose, c'est que Uber continue à se développer, parce que moi, derrière, j'aurai toujours plus d'emplois pour les salariés. Donc, J'imagine que c'est un objectif partagé à nouveau là-dessus. Ouais, exactement. Plus on grandit et plus il y a d'opérateurs chez Altereos qui confectionnent des produits pour nous, et plus on revalorise de matière et plus on en vend. Donc c'est un cercle vertueux, tout ça. Et c'est aussi un de nos objectifs. On est très vigilant à ça, à la quantité de matière qu'on revalorise, mais également à la quantité d'opérateurs chez Altereos qui confectionnent chaque jour nos produits, quoi. Alors, j'ai fait je vous ai dit toutes les qualités d'Hubert, mais il a quand même un grand défaut. Alors, je ne sais pas si c'est lié à son âge ou pas, mais il a une fâcheuse tendance à s'étaler. Ah. Donc, il faut lui rappeler il faut ranger. Donc, je vais ranger ma chambre bientôt, mais je reviens de très très loin. Merci Sylvie qui m'a aidé. Encore une fois, effectivement, un avantage de la coopération qui est que les forces des uns peuvent aussi
combler des points sur lesquels c'est un chemin d'évolution pour l'autre aussi. Alors j'ai une question de Cécile également. Alteros organise-t-il des visites de ces ateliers autour de ces activités, notamment dans un objectif de sensibiliser au handicap? Alors, on fait visiter très régulièrement à des entreprises. On organise aussi, on accueille des conseils d'administration, des conseils directoires et autres. Bien sûr, avec obligation de visiter Altereos et ses différentes activités. Donc, si vous avez envie de venir, oui, bien sûr, venez, on vous fera visiter. Alors, on avait prévu de faire toute une zone ouverte au public, justement, pour pouvoir faire plus de formations par rapport à la sensibilisation quant à l'emploi des personnes handicapées, même à faire témoigner certains de nos salariés. Bon, je dois bien dire que le Covid, malheureusement, a un peu mis le holà sur ce projet, mais ça n'est que partie remise. Je pense que l'année prochaine, on pourra encore plus développer cette sensibilisation à l'emploi de personnes fragilisées par un handicap. Donc venez me visiter. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Merci Sylvie. Est-ce que vous auriez... Voilà, forcément, vous avez eu l'occasion de vous construire cette expérience. Est-ce que vous auriez une anecdote de coopération à nous partager? Un moment clé qui vous a marqué et que, voilà, dans le cadre de cette coopération. Alors là, j'ai pas préparé le truc à l'anecdote. Moi, j'ai l'exemple de Christophe, qui est le premier opérateur d'Altereos que j'avais formé au démarrage. Et on a eu la chance d'avoir un passage média. On avait fait la une de Nord Éclair et La Voix du Nord. Et je ne sais pas si c'est en lien avec la coopération, mais au global, la une du Nord Éclair, c'était la photo de Christophe en train de fabriquer les ceintures. Et donc... tout un sujet autour de la confection de ceintures, la revalorisation des pneus et les emplois chez Altereos. Et depuis, Christophe, il est reconnu dans son quartier pour ce qu'il fait. Et il est fier comme tout. Et il a la une chez lui. Et nous aussi, on a la une dans notre bureau. Et ça fait partie, je pense, d'une sorte de petite victoire. On ne sait pas où on ira. Comme disait Sylvie, une start-up, elle démarre au début, il y a toujours des risques. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y aura eu cette victoire-là. Il y aura eu Christophe en une du Nord Éclair et reconnu dans la rue et fier de son travail. Et je pense que ça fait partie des victoires d'une coopération qui existe et qui grandit et qu'on essaie de faire grandir en tout cas. Et c'est précieux. Ouais. C'est vrai que Christophe dit nounours est extrêmement fier de travailler pour La Vie est belle. Enfin, je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience de l'importance du travail, que ce que représente le travail, déjà pour chacun d'entre nous, mais également pour les personnes qui souvent ont des difficultés à trouver un boulot. Le travail est un vecteur de dignité extraordinaire. Donc, et en plus, quand on fait la une des médias, c'est extraordinaire. Mais positivement. Hein. Super, merci beaucoup pour cette belle anecdote. On a également une question de Richard. Merci de vos témoignages super positifs. Ok, pour votre qualité de relation et les valeurs partagées, d'un point de vue opérationnel, comment êtes-vous organisé? Est-ce que vous avez des rituels ensemble? Comment vous formalisez les choses? Alors, on a un contrat. D'accord. On a un contrat écrit avec les engagements d'Hubert vis-à-vis d'Altereos, avec en annexe la grille de tarification. On se revoit régulièrement pour ces grilles de tarification et il est en contact avec une de mes collaboratrices, tout particulièrement sur la partie commerciale, sur tous les projets que Hubert souhaite développer et on analyse si ce développement peut se faire avec nous. Donc bien sûr qu'il y a de la formalisation. Alors moi je suis beaucoup plus formaliste que Hubert, faut dire, mais bon, ça c'est l'intergénérationnel. Et puis il y avait, surtout sur la mise en place du premier process de ceinture, on faisait un point hebdomadaire avec la responsable d'atelier d'Altereos pour débriefer, voir ce qui marche pas, comment améliorer les choses.
et optimiser concrètement le process, former les nouveaux opérateurs, savoir les affinités de tel ou tel opérateur, et puis continuer à améliorer tout ça, quoi. Alors, on a également une question de Vincent. Est-ce que le fait de travailler avec Altereos faisait partie du business model initial ? Déjà, business model, au début, je ne savais même pas ce que c'était, mais l'envie... merci pour la question, Vincent. L'envie, c'était vraiment de construire un schéma de confection de produits qui soit positif. J'avais été en Chine pour Decathlon, dans la conception de textiles, dans les usines et autres. J'avais eu des premiers déclics de me dire j'aimerais bien proposer autre chose que cette production de masse, toujours plus, qui d'un point de vue écologique est pas super positive, et d'un point de vue humain et de l'emploi est pas dingo non plus, quoi. Donc je me suis dit comment moi, à mon échelle, en tant qu'ingénieur, je pouvais avoir un métier d'ingénieur qui soit où on pourrait faire des produits qui aient un impact positif sur la société. On part d'un déchet pour faire un produit, et la question de l'emploi solidaire, elle était évidente. Participer à des emplois en local, et si possible auprès de personnes qui ont du mal à avoir un emploi. Donc ça, c'était le constat de base, c'était vraiment l'envie, allier écologie et solidaire. Et puis donc sur la partie solidaire, ensuite ça a été avec quel partenaire on va pouvoir coopérer. Et Altereos, c'est vite... Il a choisi le meilleur. Voilà, c'est vite devenu une évidence. Et en tout cas, on a essayé avec Altereos, et puis ça a fonctionné. Donc on y est toujours. Ouais. Moi, je rajouterais, en complément, que moi, je suis convaincue que les startups feront l'économie de demain. Et ce que je vous demande à vous, jeunes générations, c'est que dans votre modèle, vous pensez bien à ne pas mettre de côté les plus fragiles d'entre nous. Ne les oubliez pas dans votre modèle, parce que je trouve, avec le développement de l'intelligence artificielle, avec le développement de toutes les technologies actuelles, faites attention qu'il n'y ait pas un quart ou la moitié de la population qui se retrouve sans emploi. Donc, dans vos modèles que vous allez développer, pensez à tout le monde. Merci Sylvie. Alors, avant de passer à cette question-là, j'aurais bien envie de rebondir sur la question de Vincent. Est-ce que, donc il y avait business model initial, mais est-ce que le fait de coopérer, ça vous a aussi amené à faire évoluer votre business model ? Est-ce qu'il y a une offre de service ou une manière de communiquer sur votre produit qui est issue de la coopération et que vous n'auriez pas créé sans cette coopération ? Pour la Viebelt, on aime être transparent. Dans notre communication, on aime intégrer tous ceux qui veulent dans notre aventure et d'expliquer pourquoi on fait les choses, comment on les fait. Quand on a des difficultés, on les explique, et voilà, on partage les choses vraiment avec les clients, la communauté, avec tous ceux qui suivent cette aventure. En tout cas, c'est quelque chose qui est auquel je suis attaché, et ça permet aux gens de se sentir impliqués dans l'aventure et d'y participer. Donc on a fait pas mal de... on présente les coulisses de la confection d'Altereos, des opérateurs qui confectionnent, on les présente, s'ils sont OK avec ça. Et c'est important pour nous, en tout cas, de communiquer là-dessus, sur ce qu'on fait et comment ça se passe, quoi. Donc je pense qu'on a appris à être plus agile, comme je disais, avec l'anti-inflammatoire, mais aussi à communiquer différemment. Je trouve Hubert est très très fort en termes de com, et il nous donne vraiment des leçons de communication. Merci. Et merci pour tous ces compliments. Ça fait plaisir. Je vais augmenter les tarifs. Alors, on a une question de Frédéric. Au-delà de la coopération entre vos deux entités, appliquez-vous des principes de coopération avec d'autres clients ou partenaires, ou est-ce que vous restez dans une relation plus classique avec les autres entités avec lesquelles vous travaillez ? Ah, c'est une bonne question. Moi, je n'aime pas trop avoir une relation de vente classique. J'espère toujours que nos clients, les personnes qui nous font confiance, viennent
pour la qualité de nos prestations, parce que ça c'est très important, mais viennent aussi pour notre engagement sociétal et le fait aussi que ça leur permet de contribuer indirectement à cet engagement RSE. Donc j'espère que nos clients viennent pour les deux, pour la qualité de la prestation, mais également pour l'engagement RSE. Et souvent même on a des clients qui viennent via un engagement classique et puis qu'on essaie de contaminer vers plus de responsabilité sociale. Intéressant de ton côté, Hubert. Est-ce que tu as évoqué notamment la relation avec Decathlon. Tu travailles avec d'autres entités en coopération ? Ouais, carrément. Sur la collecte de matière, Decathlon, Michelin, Chinson, tous les confectionneurs et vendeurs de pneus de vélo. On travaille sur la logistique aussi avec une entreprise solidaire de la région qui s'appelle Mainforte, qui fait du transport. Très bonne entreprise d'insertion, je fais sa pub aussi. Tu vois, toujours cette envie d'être cohérent sur toute la chaîne de valeur, ou en tout cas on l'essaie. Sur le textile, parce qu'on revalorise du linge de maison, donc des draps, des housses de couette en caleçon. Sur la collecte, on s'est appuyé sur une coopération avec Le Relais. Avec aussi une blanchisserie industrielle qui a un ESAT à Vambrochy. On essaie d'être le plus cohérent sur l'ensemble de nos coopérations, quoi. D'accord. Ok, merci. Alors, on a une question de Paul. En situation de forte croissance, et je vous le souhaite, est-ce Altereos qui embauche ou La Vie est Belle qui cherche d'autres sources de confection ? C'est Altereos qui embauche. Voilà, la question est vite question répondue. Simple, efficace. Donc c'est intéressant de voir que même le fait de se projeter, vous êtes, j'imagine, forcément aussi projeté dans comment ça peut fonctionner en cas d'évolution de la start-up, justement, et quel est l'avenir de cette coopération. Et ça faisait partie des questions que vous êtes posées à ce moment-là. Je pense que c'est une des forces aussi d'Altereos. C'est une entreprise, encore une fois, qui a l'expérience, concrètement, qui a de l'espace. Qui a déjà pas mal, même énormément de salariés qui ont une certaine agilité, qu'on peut former. Là, en ce moment, on est en train de former de nouveaux opérateurs, de nouveaux confectionneurs qui étaient déjà au sein de l'entreprise Altereos et qui sont ouverts à changer de métier, et on les forme. Et c'est là aussi une des richesses de la coopération, c'est de pouvoir... Altereos a largement les épaules de nous accueillir. La limite est loin, quoi, donc on peut grandir avec elle. Et c'est ça qui est puissant aussi. Alors, on a une nouvelle question. Hubert, dans l'aventure La Vie est Belle, quelles pourraient être les prochaines étapes de développement de ton entreprise sur cette base de coopération ? Nouveaux produits, nouvelle organisation ? Je dirais en deux points. Consolider ce qu'on arrive à faire. Donc, c'est-à-dire notre produit phare est la ceinture en pneus de vélo, c'est collecter toujours plus de pneus de vélo usés à revaloriser, former de nouveaux opérateurs chez Altereos et mettre d'autres lignes de production et continuer à faire ce produit qui fonctionne, qui plaît et qui est bien, qui fonctionne. Donc consolider et continuer à grandir ça. Et puis en deuxième volet, ce serait ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de continuer à réfléchir à d'autres produits avec d'autres matières, avec toujours cette ADN vertueuse et puis d'étudier un process de fabrication et de chercher à le réintégrer idéalement du coup avec Altereos. Super, merci. Alors, on a une nouvelle question, Hubert, Sylvie, à ce stade de vos aventures, est-ce que vous pourriez nous partager 2-3 principes clés qui vous influencent ou vous aident à prendre vos décisions ? C'est une bonne question. Le principe, je redis, c'est la personnalité du start-upper, comme on dit, l'honnêteté dans les transparences et
on avance, c'est pas des business models, on avance doucement, au fil des mois, on avance, on réajuste en permanence en fonction du développement. Donc il faut avoir cette agilité et accepter le fait que ça va pas être une ligne droite comme ça sans accident. Il faut avoir cette agilité et accepter ça dans sa tête que c'est une aventure pour les deux parties. Je ne sais pas si ça vous convient comme réponse, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Je sais pas si tu as quelque chose qui te vient en tête sur des principes ou une grille qui fait que tu vas plutôt prendre ce scénario 1 plutôt que le scénario 2. J'aime bien parler d'alignement aussi, et c'est ce pourquoi j'ai souhaité entreprendre et changer de voie professionnelle. J'aime bien me poser la question... En tout cas, j'essaie de faire en sorte que mon métier allie 3 points. C'est ce que j'aime faire, ce que je sais faire et le sens. Donc, est-ce que ce que je fais, ça participe vraiment à la société que j'ai envie de voir évoluer. Et je pense que quand on allie ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire et puis le sens qu'on veut donner à ça, déjà, quand on aligne ces trois points-là, on a l'énergie et la motivation pour y parvenir et avancer, quoi. Donc une question d'alignement également interne, super, merci. On a une nouvelle question de Cécile. Comment se définit la stratégie commerciale d'une entreprise comme Altereos ? Avez-vous des démarches de prospection active ? Définissez-vous des cibles pour trouver des nouveaux clients ? Alors bien évidemment, on a une stratégie, on a même à côté, en termes d'organisation, on a un conseil de surveillance, un comité de direction et on a un comité stratégique. Là, on a redéfini notre stratégie pour les années à venir, en sachant que notre fil rouge, c'est toujours l'emploi, l'emploi, l'emploi. Donc, toutes les décisions stratégiques que l'on prend ont pour seul et unique objectif de développer l'emploi et l'employabilité de nos salariés. Donc, bien évidemment, on est très attentif aux signaux faibles de notre environnement. On est très sensible, et en plus, c'est complètement dans nos valeurs, la RSE, à tout ce que font les startups, en se disant, demain, ce sera peut-être les emplois de demain. Donc, bien sûr qu'on a une démarche active, alors très, très classique aussi, on répond à des appels d'offres, mais pour des grandes entreprises nationales, mais on répond aussi à des demandes de start-up parce que l'objectif, c'est toujours l'emploi. Donc, on est extrêmement agile à ce niveau-là. Donc, bien sûr, oui, on a des prospections actives et bien sûr, on crée des cibles. On reçoit, donc, on héberge La Vie est Belle, mais on accueille aussi d'autres start-up comme ZAC, qui recycle des lunettes, et Perpète qui fait des tissus, des habits qui sont solides et qui ensuite seront recyclés. Voilà. Bien sûr que oui, on n'est pas sur une uni-activité. On est toujours très, très à l'écoute de ce qui peut se passer avec cet objectif qui est toujours là. Et ça depuis 30 ans, l'obsession. L'obsession. Alors, tu distinguais d'ailleurs développer l'emploi, développer l'employabilité. Altereos participe aussi au fait d'accompagner des personnes pour qu'elles partent sur un autre emploi par la suite. Alors, c'est développer l'employabilité même au sein de l'entreprise. D'accord. Parce que les besoins de nos clients peuvent changer. On les forme à la fabrication de ceintures. Je n'aurais pas parié ça il y a quelques années. Je dois bien vous dire que j'y avais pas songé. Donc, oui, bien sûr, on développe l'employabilité en interne. Et pour ceux qui le souhaitent, mais ils ne sont pas très nombreux, on peut les accompagner vers un emploi, vers une autre structure. D'accord. Merci. Alors, Sylvie, avec le temps, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus facile de convaincre des partenaires et des investisseurs quand on démarre ce genre de projet sur ce principe de coopération ? Je trouve que moi, ça fait 32 ans, je suis dans des structures d'économie sociale et solidaire. Je trouve que le monde change et change dans le bon sens. Il y a plus de sensibilité des individus à cette responsabilité sociale des entreprises.
Donc vous savez, il y a 4 piliers dans la RSE. Il y a l'éthique, il y a les achats responsables, il y a la préservation de la planète et l'engagement social et sociétal que vous pouvez avoir avec vos salariés. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. J'ai vu en 32 ans les choses évoluer positivement. Donc, non, je suis contente. Et je suis sereine et je pense que les nouvelles générations sont encore plus sensibles à faire une société plus, je dirais plus juste et puis plus écologiquement plus responsable. Mais ça aussi, je voulais dire, il ne faut pas... une fois, j'ai entendu des jeunes dire « Ouais, une génération, vous avez pollué notre planète, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Je trouve ça très mauvais. Je trouve ça même dangereux. On n'a pas à mettre en opposition les générations les unes avec les autres. Mes grands-parents, mes parents, ma génération, on a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien. Aux jeunes générations de ne garder que ce qu'il y a de bon et de faire différemment sur ce qui a été moins bien fait et de tirer leçon des erreurs de leurs parents et grands-parents. Mais c'est aberrant d'opposer les générations. Enfin, moi, ça me semble... C'est pas ça. Je trouve pas ça sain. Voilà. Merci pour ce beau partage. Alors, on a une question de Janice. Quand on est coopérateur dans sa vie professionnelle, c'est beaucoup d'engagement. Quel est l'impact dans sa vie perso? Est-ce une philosophie de vie globale au final? Je dirais que oui. Oui, je pense que c'est très gratifiant. En tout cas, pour moi, c'est extrêmement gratifiant de me dire que voilà, je suis fière de ce que je fais. Donc, je suis fière aussi quand un salarié vient me remercier, quand un client est content de la qualité de notre travail. Oui, c'est bien sûr beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, mais c'est beaucoup aussi de satisfaction personnelle. Donc, allez-y. Je dirais l'impact dans la vie perso, le mot qui me vient, c'est rayonner. Je pense qu'on a de l'impact sur les gens qui nous entourent, sur notre famille, sur nos amis, et en tout cas, en montrant une voie, on peut donner envie aux autres. On peut leur apprendre des choses et leur montrer que c'est possible, et leur montrer que d'autres voies sont possibles. Donc bien sûr, et puis la vie perso et la vie pro, qu'est-ce qui diffère? Enfin, on reste la même personne. Et pour moi, je ne mettrais pas vraiment de barrière, mais. Moi non plus. Alors, une nouvelle question d'Éric. Pensez-vous qu'il devrait y avoir plus d'incitation fiscale, par exemple, à la coopération? Je vais vous dire oui, mais en même temps, on achète une prestation. Hein. On n'achète pas une déduction fiscale. Merci. Alors, Julien nous demande, votre coopération porte-t-elle également sur l'innovation produit ou sur les méthodes de fabrication? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez aussi l'occasion de coopérer? Je dirais, on parlait d'expertise dans une coopération. Il y a deux acteurs, deux sujets qui apportent chacune leur expertise. Et jusqu'à présent, ça fait partie de l'expertise de la Viebelt de penser à des produits innovants, de penser à une méthode de fabrication et de chercher à optimiser ce process de fabrication. C'est un des sujets qui me plaît aussi en tant qu'ingénieur, qui m'a toujours animé, ce que j'aimais faire avant aussi dans mon boulot chez Decathlon. Et est-ce qu'on continue de bosser au sein de la Viebelt? Oui, puis on a au sein de notre équipe Altereos un ingénieur projet aussi, et c'est aussi des moments d'échange entre ingénieurs. Ok, merci. Alors, peut-être une dernière question avant de clôturer. Finalement, quel conseil on pourrait donner à des personnes qui souhaiteraient, à leur niveau, devenir davantage coopérateurs dans leur vie perso ou dans leur vie professionnelle? Quel conseil vous pourriez donner à nos participants là-dessus?
Avoir envie. Avoir envie, ça passe d'abord par le moteur et l'envie. Moi, je dirais être curieux, regarder ce qui se passe, être aventurier un peu. Et puis, se lancer, mettre de côté la peur. Parce que, personnellement, je trouve que la peur n'aide pas grand-chose. Et essayer. Moi, ce que je trouve, vu mon âge, je peux me permettre de le dire, ce que j'ai trouvé, moi, passionnant dans ma vie professionnelle, c'est d'apprendre, d'entreprendre, de découvrir. Et ça, cette curiosité, elle passe pas. Et ça, c'est ce qui fait aussi le sel de la vie, quoi. Donc, oui, si vous avez envie d'apprendre et d'entreprendre, allez-y. Des freins, il y en aura, mais bon, dans toute situation, il y a des freins, mais aussi, on progresse. Vous savez bien aussi, c'est par l'échec ou par les difficultés aussi que l'on progresse dans la vie, hein, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Donc, voilà, faut y aller. Merci beaucoup, vraiment Sylvie et Hubert, pour vos retours d'expérience. Alors, on va vous proposer un nouveau sondage avant de clôturer cette session, voir votre feedback sur ce premier Open Lunch and Learn 2021. Donc, vous allez avoir la possibilité de nous partager une note sur 10 via le module de vote. Et on va également vous envoyer un lien vers le Feedier qui nous permettra de collecter votre feedback plus complet. On vous propose notamment de participer aux prochaines Open Lunch and Learn en nous suggérant des intervenants sur les prochaines thématiques. Donc cette année, on va aborder la thématique de l'engagement, la thématique de la résilience et la thématique de l'inclusion. Donc si vous avez des noms qui vous passent en tête, je serai réinvité pour l'inclusion. N'hésitez pas à nous les partager et on aura de toute façon plaisir à vous inviter également à nouveau, Sylvie Hubert. Merci beaucoup vraiment pour votre engagement, votre temps et vos précieux retours d'expérience ce midi. Je tenais également à remercier toute l'équipe d'organisation de projection et l'équipe AV Prod qui nous a partager leur expérience de ce nouveau format en Amphigital. Et voilà, merci encore. Et je ne peux que vous souhaiter de vivre de beaux moments de coopération et prenez soin de vous. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.